Sous un soleil de plomb, un simple camion de ciment est arrêté à un poste frontière du Burkina Faso. Quand les agents ouvrent les fûts dissimulés sous la poussière, ils découvrent explosifs, cyanures et médicaments contrefaits assez pour menacer des centaines de milliers de vies. Comment un pays longtemps décrit comme fragile peut-il, avec Ibrahim Traoré, transformer cette saisie en preuve qu'il peut se défendre sans tutelle étrangère, car dans ce convoi banal se joue bien plus que la sécurité. C'est l'idée même de souveraineté qui est mise à l'épreuve. Dans cette vidéo, le récit s'attache à montrer comment un incident apparemment local révèle une bataille beaucoup plus vaste pour l'âme du Burkina Faso. Le public découvrira comment la découverte d'un seul convoi piégé oblige l'État à se réinventer, des postes frontières jusqu'aux villages les plus isolés. En suivant, la manière dont Ibrahim Traoré restructure les services de sécurité, le scénario mettra en lumière les risques, mais aussi les gains possibles d'une souveraineté assumée. On verra comment la lutte contre la contrebande, la corruption et les ingérences extérieures redéfinit le rôle de chaque douanier, de chaque soldat et de chaque citoyen. À la fin de cette partie, chacun saura pourquoi ce camion arrêté au milieu de la poussière concerne directement sa propre vision de l'Afrique, de la dépendance et de la capacité d'un peuple à se tenir debout. Cette promesse de récit n'est pas seulement informative, elle invite le spectateur à questionner, calmement mais frontalement, tout ce qu'il croyait savoir sur la souveraineté africaine. La première enquête menée après la saisie du 1er janvier 2023 révèle un élément inattendu. Le convoi intercepté n'était que l'une des plus de 20 cargaisons qui avaient franchi la frontière durant les 12 derniers mois. Cette découverte, appuyée par une valeur estimée à près de 2 millions de dollars pour la seule première saisie, expose immédiatement l'ampleur du problème. Les agents comprennent que ce camion n'est pas une anomalie, mais un fragment d'un système organisé, structuré et conçu pour contourner les failles d'un État fragilisé. Dans cette ambiance où chaque piste ouvre une énigme plus vaste, les autorités remontent peu à peu la chaîne des responsabilités. À l'automne 2022, lorsque Ibrahim Traoré arrive au pouvoir, le Burkina Faso vit déjà sous la pression simultanée d'attaques armées, de déplacements massifs de population et d'un appareil administratif affaibli par des années de corruption. Pourtant, une transformation discrète s'amorce. Les postes de contrôle, autrefois perméables au trafic, deviennent des maillons stratégiques d'une défense territoriale repensée. Le pays, longtemps perçu comme un maillon vulnérable du Sahel, commence à se réorganiser sous l'impulsion d'une doctrine qui privilégie la souveraineté et la vigilance locale. Les premières semaines de réforme montrent que la contrebande de matériaux dangereux n'était pas seulement un commerce clandestin, mais une méthode d'infiltration visant à affaiblir les infrastructures clés. L'analyse des fûts, des itinéraires et des faux documents suggère une coordination entre acteurs internes corrompus et réseaux externes, cherchant à maintenir le pays dans un état de dépendance et d'instabilité. Les révélations qui émergent forment un tableau où la sécurité nationale n'est plus un simple enjeu militaire, mais un test de cohésion collective. Dans ce contexte, chaque douanier, chaque officier et chaque habitant devient une pièce d'un système de défense en recomposition. La question initiale, celle posée par la découverte du convoi, commence alors à entrevoir une réponse. La souveraineté dépendra moins des armes que de la capacité à reconstruire la confiance dans les institutions. Dans les semaines qui suivent la découverte du convoi, les agents de douane chargés de l'opération deviennent les témoins privilégiés d'un basculement. Ceux qui, la veille encore, effectuaient des contrôles routiniers comprennent soudain qu'ils se trouvent au cœur d'un affrontement silencieux. Leur rôle change, leurs gestes changent, et l'idée même de leur métier se redéfinit sous leurs yeux. Plusieurs d'entre eux racontent comment la saisie a provoqué un choc immédiat. Ce qu'ils pensaient être des irrégularités isolées révélaient en réalité un réseau structuré et capable de contourner les contrôles depuis des mois. Ce changement de perspective est renforcé par l'approche d'Ibrahim Traoré, qui place ses agents, longtemps marginalisés ou suspectés de corruption, au centre de sa stratégie de reconquête institutionnelle. En restructurant les postes frontaliers, il leur confie non seulement un pouvoir, mais une responsabilité nouvelle, celle de protéger la souveraineté du pays à l'endroit même où elle peut se fissurer. Ces fonctionnaires, autrefois considérés comme de simples relais administratifs,
deviennent ainsi des acteurs décisifs de la défense nationale. 2 micro-cas émergent rapidement. Le premier concerne un jeune officier qui, après avoir suivi une formation accélérée mise en place pendant la transition, identifie une incohérence mineure dans un document de transport. Ce détail mène à la détection d'une cargaison suspecte comparable à celle du 1er janvier. Le second met en scène une équipe rurale qui, alertée par l'activité inhabituelle d'un relais nocturne, intercepte un véhicule tentant d'emprunter une piste secondaire peu surveillée. Ces épisodes illustrent comment, dès les premières semaines, la vigilance accrue produit des effets tangibles. Leur portée est simple. Ce n'est pas seulement une réforme administrative, c'est une transformation de la posture du pays. Le 1er janvier 2023, tout bascule réellement. À la frontière sud, les agents ouvrent un camion supposé transporter des matériaux de construction. Sous les sacs de ciment, ils détectent la texture inhabituelle d'un fût scellé. Ils grattent, soulèvent, frappant la paroi, sentent une résistance étrange. Puis le couvercle cède. À l'intérieur, des explosifs. À côté, d'autres conteneurs remplis de cyanure. En quelques minutes, une cargaison apparemment inoffensive devient une menace capable de détruire des infrastructures essentielles, d'empoisonner l'eau potable d'une ville entière et de déstabiliser un pays déjà sous tension. Les agents alertent leur chaîne de commandement. Le centre de crise se met en place. La saisie n'est plus un incident, mais un signal d'alarme nationale. Très vite, Ibrahim Traoré ordonne l'ouverture d'une enquête élargie. Les équipes de renseignement recoupent les itinéraires, comparent les manifestes, vérifient les horaires de passage entre 22h et 3h du matin, une tranche temporelle qui revient systématiquement. Les premières analyses révèlent une constante. Les convois frauduleux empruntent toujours des routes secondaires, souvent sous couvert de faux cachets administratifs. Les enquêtes internes montrent aussi que certains points de contrôle ont été délibérément assouplis pendant plusieurs mois. Les soupçons de complicité montent. L'affaire dépasse largement la simple contrebande. Elle expose un système d'infiltration dont la portée touche à la sécurité nationale. Quand les unités techniques évaluent le contenu du camion, le verdict est clair. Les explosifs saisis permettent de fabriquer plusieurs bombes de grande puissance. Le cyanure suffit pour contaminer les réseaux d'eau d'une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Le danger, tangible et immédiat, pousse les services à agir avec une rapidité inhabituelle. Des équipes mixtes sont déployées, les postes frontaliers sont réorganisés, les itinéraires suspects sont surveillés puis bloqués. En investiguant les cargaisons précédentes, les autorités découvrent qu'au moins 20 convois du même type ont traversé la frontière au cours des 12 derniers mois. Le pays prend conscience d'une réalité vertigineuse. Cette opération n'était qu'une pièce d'un ensemble bien plus vaste. À mesure que les arrestations commencent, le puzzle criminel s'éclaire. Les réseaux identifiés utilisent des comptes bancaires locaux et internationaux destinés à financer l'achat d'armes et de produits chimiques. Les communications téléphoniques interceptées montrent des contacts directs entre trafiquants et groupes armés opérant dans le Sahel. Les enquêteurs comprennent que le trafic n'était que l'étape préparatoire d'une série d'attaques ciblées contre des infrastructures vitales. Ce n'était pas un commerce clandestin, mais une stratégie de déstabilisation coordonnée. La réponse du pays se structure en quelques semaines. Les contrôles sont renforcés. Les unités frontalières reçoivent de nouveaux protocoles. Les villages proches des zones de passage participent à la surveillance. Les criminal networks, surpris par la fermeté soudaine, ralentissent leurs opérations. Une opinion publique, longtemps résignée, retrouve un souffle d'espoir. La saisie, qui semblait n'être qu'un événement isolé, devient le pivot d'une réaction nationale. Ce moment marque l'entrée du Burkina Faso dans une phase décisive. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, la lutte n'est plus défensive. Elle devient structurée, méthodique, collective. Le pays commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de stopper des camions, mais de reconstruire un rempart institutionnel capable de résister aux infiltrations internes comme aux pressions extérieures. Au départ, les autorités pensaient avoir affaire à une opération de contrebande limitée, tolérée par les failles structurelles des postes frontaliers, mais la découverte des plus de 20 cargaisons passées en 12 mois montre un delta massif révélant un réseau dont l'ampleur dépasse tout ce que les services avaient anticipé. Cette transition d'un simple soupçon
à une réalité mesurable restitue l'échelle du danger. Le premier chiffre essentiel apparaît lors de l'inventaire initial. La cargaison saisie est évaluée à près de 2 millions de dollars. Cette estimation donne immédiatement une idée de la sophistication du réseau, car un tel montant n'est jamais associé à un trafic improvisé. Cette valeur indique une logistique structurée et financée avec des ressources importantes. Les enquêteurs comprennent alors que le camion n'était pas une cargaison opportuniste, mais l'un des maillons d'un dispositif conçu pour contourner durablement les contrôles. Le deuxième chiffre, plus inquiétant encore, concerne le volume des convois précédents, plus de 150 tonnes par passage, constitués d'explosifs, de produits chimiques et de matériaux pouvant alimenter des attaques coordonnées. Ce volume montre l'intention offensive d'un réseau cherchant à frapper des infrastructures vitales. Les analystes remarquent que ces quantités auraient suffi à endommager plusieurs sites stratégiques en cas de dissémination simultanée sur différents points du territoire. L'échelle logistique traduit non seulement une volonté de nuire, mais également une connaissance précise des faiblesses du pays. Un troisième chiffre achève de dresser le tableau. 50 comptes bancaires locaux et internationaux sont identifiés comme support des transactions liées au réseau. Cette pluralité de comptes atteste un système financier élaboré et difficile à tracer. Les flux, estimés à environ 4 millions de dollars au total, confirment que l'opération ne repose pas sur une organisation marginale, mais sur un ensemble d'acteurs ayant accès à des circuits financiers transnationaux. La dimension économique du trafic est donc aussi préoccupante que sa dimension sécuritaire. Ces données, mises bout à bout, redessinent l'arrière-plan dans lequel Ibrahim Traoré doit agir. La menace n'est plus ponctuelle, elle est systémique. Les convois ne sont pas des exceptions. Ils sont la preuve d'une stratégie hostile visant à exploiter la porosité des frontières et à infiltrer le pays par ses nœuds administratifs les plus vulnérables. Le cyanure découvert offre lui aussi une mesure concrète des risques. Les analyses montrent que les quantités saisies suffiraient à contaminer l'eau potable de villes entières, mettant en danger des centaines de milliers de personnes. Les explosifs, quant à eux, permettent la fabrication de bombes destinées à frapper des infrastructures gouvernementales. Les chiffres révèlent également un pattern temporel. Les passages nocturnes entre 22h et 3h prennent une dimension stratégique. Ce créneau précis permet au réseau de profiter de la baisse de vigilance et du manque d'effectifs. Les faux cachets et les documents contrefaits confirment que des complicités internes ont permis à plusieurs cargaisons de franchir les postes de contrôle sans résistance notable. Le danger n'est donc plus seulement extérieur, il infiltre l'appareil administratif lui-même. Face à ce tableau quantifié, le Burkina Faso comprend que la question posée lors de la découverte du premier camion dépasse largement les enjeux tactiques. Les données montrent un rapport de force asymétrique où la menace utilise la discrétion, le volume et la corruption. Les mesures prises sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré doivent désormais répondre non seulement à un trafic, mais à un système structuré cherchant à affaiblir l'état de l'intérieur. Le premier argument avancé par de nombreux analystes internationaux repose sur un constat ancien. Un pays comme le Burkina Faso, soumis à des attaques récurrentes dans le Sahel, ne peut maintenir durablement sa sécurité sans aide extérieure. Selon eux, les ressources militaires limitées, le manque d'équipements modernes et la fragilité administrative créent un environnement où la contrebande, l'infiltration et les groupes armés disposent d'une marge de manœuvre trop large. Les révélations concernant les 20 convois clandestins, les 50 comptes bancaires associés et les passages nocturnes systématiques confortent cette thèse. L'État serait structurellement trop vulnérable pour affronter seul des organisations transnationales capables de financer plusieurs millions de dollars d'achats d'explosifs et de produits chimiques. Dans cette logique, toute stratégie d'autonomie serait vouée à se heurter tôt ou tard à une limite matérielle. Un deuxième argument, plus nuancé, insiste sur la dimension interne du problème. Pour ces observateurs, le danger essentiel ne vient pas seulement des acteurs extérieurs ou des groupes insurgés, mais des complicités locales révélées par les faux cachets, les documents contrefaits et la facilité avec laquelle certains convois ont franchi les postes de contrôle. Ils estiment qu'une telle situation
ne peut être corrigé uniquement par des réformes sécuritaires ou des discours sur la souveraineté. L'infiltration administrative constituerait un obstacle structurel nécessitant un accompagnement institutionnel international pour garantir transparence, contrôle et formation. Sans cela, affirme-t-il, les efforts internes risquent de s'essouffler face à un système profondément enraciné. La réponse opposée, incarnée par Ibrahim Traoré mais appuyée par les faits issus des premières enquêtes, repose sur une temporalité différente. Les saisies successives, les investigations coordonnées et la réorganisation rapide des postes frontaliers montrent que la capacité d'action locale existe bel et bien. Les villages mobilisés, les douaniers restructurés et les équipes mixtes déployées démontrent qu'une force interne peut se construire lorsque les institutions cessent d'être perméables. Les chiffres ne prouvent pas seulement l'ampleur de la menace, ils montrent aussi que la riposte peut être montée sans dépendre entièrement d'une puissance extérieure. Les premières victoires obtenues en quelques semaines illustrent une idée simple. La souveraineté n'est pas un dogme, mais une capacité collective qui se renforce à mesure que le pays réduit ses angles morts et reconstruit sa propre vigilance. Une faille interne apparaît soudain. C'est le point de bascule qui recompose la lecture de toute l'affaire. Pendant que les équipes de renseignement remontent la piste des convois clandestins, plusieurs incohérences administratives révèlent un fait troublant. Les fuites d'explosifs et de cyanure ont pu franchir certains postes grâce à des complicités internes. Les faux cachets, les autorisations suspectes et la régularité précise des passages nocturnes montrent que le réseau n'agissait pas seulement depuis l'extérieur. Une partie du dispositif se nourrissait des faiblesses humaines et structurelles de l'État. Ce midpoint change la trajectoire du récit. Ce qui semblait être une guerre contre des acteurs venus du Sahel devient, à mesure que les preuves s'accumulent, une lutte contre une infiltration administrative bien plus profonde qu'imaginée. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, les services réalisent que la souveraineté ne se jouera pas uniquement aux frontières physiques, mais dans la capacité du pays à assainir ses propres institutions. Le tournant est clair. La menace n'est plus décrite comme extérieure, mais comme emboîtée dans le fonctionnement même des contrôles. À partir de ce moment, chaque réforme devient un acte de reconquête interne. Les révélations successives liées aux convois clandestins réorganisent profondément les priorités du Burkina Faso. Les conséquences ne se limitent pas à la sécurité. Elles touchent l'État, l'économie, la vie quotidienne et l'équilibre régional. Chaque niveau encaisse le choc différemment, mais tous convergent vers la même conclusion. Le pays doit repenser son mode de protection et sa relation à la souveraineté. Tout d'abord, Nianeuk, NN. Pour l'appareil d'État, la saisie du 1er janvier agit comme un électrochoc. Les postes frontaliers deviennent des zones critiques nécessitant une révision immédiate des procédures. Les services comprennent que la menace se situe autant dans les cargaisons que dans l'usage de faux cachets et de documents contrefaits. Les premières réorganisations produisent un effet rapide. Des équipes mixtes sont créées, les horaires de rotation changent et les points sensibles reçoivent des protocoles stricts. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, l'État adopte une posture plus offensive, où la vigilance n'est plus une consigne abstraite, mais un impératif opérationnel. Cette transformation marque le début d'une culture administrative nouvelle, moins tolérante à la zone grise, qui permettait à la contrebande de prospérer. Pour les acteurs économiques, l'affaire révèle une fragilité structurelle, la dépendance des chaînes d'approvisionnement à des corridors vulnérables. Les entreprises locales s'inquiètent de voir les itinéraires commerciaux perturbés par les opérations de contrôle renforcées. Toutefois, un effet positif se dessine. Les nouvelles règles réduisent l'influence des réseaux criminels sur certaines filières, notamment celles liées au transport de matériaux stratégiques. Plusieurs petites sociétés, autrefois contraintes de composer avec des intermédiaires douteux, constatent un allègement progressif des pressions informelles. La lutte contre la contrebande ne devient pas seulement un enjeu sécuritaire, mais un facteur de stabilisation du commerce légal. Pour la population, la découverte des explosifs et du cyanure constitue un moment de prise de conscience brutale. Beaucoup comprennent que ce qui se jouait aux frontières menaçait directement leur sécurité quotidienne. Empoisonnement potentiel de l'eau potable, attaques visant des infrastructures civiles, infiltration d'acteurs criminels dans les zones rurales.
Ce choc réveille un réflexe collectif longtemps affaibli par des années de violence. Les communautés proches des axes de passage participent davantage au signalement d'activités suspectes. La perception d'une souveraineté active remplace progressivement la résignation. Les citoyens cessent de voir la sécurité comme un service lointain, elle devient un devoir partagé. À l'échelle régionale, l'affaire modifie l'équilibre entre les réseaux criminels et les États du Sahel. Les groupes armés, identifiés dans certaines communications interceptées, se trouvent fragilisés par la rupture de plusieurs routes logistiques. Les cargaisons saisies montrent que leurs opérations de déstabilisation reposaient sur une infrastructure transnationale utilisant le Burkina Faso comme point de passage. La réaction rapide du pays crée un précédent. Un État peut perturber des réseaux bien financés en réorganisant ses postes de contrôle et en brisant les complicités internes. Ce changement fait du Burkina Faso un acteur plus affirmé de la sécurité régionale. Dans les mois qui suivent la révélation du réseau de contrebande, l'avenir du Burkina Faso se dessine selon 3 trajectoires possibles. Elles reposent toutes sur les mêmes données. L'existence de plus de 20 convois clandestins, la présence de complicités internes, la connexion avec des groupes armés du Sahel et la volonté politique de restaurer la souveraineté. Chacune décrit une manière différente de gérer l'héritage de la crise et la capacité du pays à transformer cette menace en levier de reconstruction. Dans une première trajectoire, consolidation prudente. Dans l'hypothèse de base, les réformes engagées au lendemain de la saisie continuent de produire des résultats réguliers. Les postes de contrôle stabilisés réduisent les marges de manœuvre des réseaux criminels. Les équipes rurales, désormais plus impliquées, contribuent à signaler les mouvements suspects. L'État maintient un rythme constant de démantèlement des filières, sans pour autant éliminer complètement l'infiltration administrative. L'approche demeure efficace mais exigeante. Chaque progrès dépend de la formation continue et de la discipline des corps de contrôle. Le pays gagne en autonomie, mais reste en vigilance permanente. Dans une voie plus favorable, modèle de résilience régionale, dans la trajectoire la plus favorable, l'effet d'entraînement des premiers succès permet une structuration rapide des contrôles. Les complicités internes sont marginalisées, les faux documents deviennent plus difficiles à produire et les routes secondaires perdent leur attractivité. Le Burkina Faso, en coopérant ponctuellement avec ses voisins du Sahel, casse plusieurs maillons logistiques reliant trafiquants et groupes armés. Ce mouvement renforce l'autorité de l'État et crée un précédent régional. Un pays peut contrer la déstabilisation sans dépendre entièrement d'un soutien extérieur. Dans ce scénario, la politique de souveraineté portée par Ibrahim Traoré s'incarne dans des résultats visibles, de nature à inspirer d'autres États confrontés aux mêmes menaces. Dans l'hypothèse la plus sombre, haine accrue et isolement stratégique. Dans la version la plus sombre, les réseaux criminels réorganisent rapidement leurs itinéraires. Les complicités internes réapparaissent sous d'autres formes, alimentées par les failles persistantes de certaines administrations. Les groupes armés profitent d'une moindre vigilance ou d'un manque de ressources pour intensifier leurs attaques, notamment dans les zones rurales. Les réformes se heurtent à des résistances et la fatigue institutionnelle fragilise les premiers acquis. Le pays risque alors de basculer dans une situation d'isolement, obligé de composer avec une pression externe plus forte et des tensions internes non résolues. Pour le spectateur, l'affaire du convoi clandestin ne reste pas un événement lointain. Elle éclaire des mécanismes qui, bien au-delà du Burkina Faso, interrogent la manière dont les sociétés protègent ce qui leur est essentiel. 3 niveaux d'identification apparaissent, chacun renvoyant à une expérience différente du risque, de la responsabilité et de la souveraineté. Pour commencer, NT dans des zones fragiles. Les habitants confrontés à l'insécurité quotidienne reconnaissent immédiatement dans cette histoire un schéma familier, celui d'un danger invisible qui circule sous le couvert de l'ordinaire. Pour eux, les fûts dissimulés sous le ciment rappellent que les menaces les plus sérieuses ne se présentent pas toujours sous une forme spectaculaire. Cette prise de conscience redonne un poids concret aux gestes simples. Signaler un passage inhabituel, surveiller une piste secondaire, défendre un point d'eau. La sécurité devient un acte collectif. Par ailleurs, NT dans des institutions, les fonctionnaires, nos douaniers, forces locales ou administrateurs
voient dans l'enquête une leçon sévère sur les failles internes. Ils comprennent que leur rôle dépasse les procédures. Ils touchent à la confiance publique. Les exemples révélés par le réseau clandestin montrent que la fragilité d'un État commence souvent là où un document est signé sans vérification ou qu'un contrôle est effectué trop vite. Cette réalité les invite à revoir leurs propres responsabilités, non par culpabilisation mais par exigence. Enfin, enter le monde à distance. Pour les spectateurs extérieurs, l'affaire pose une question plus large. Comment un pays gère-t-il une menace quand la frontière entre danger interne et pression externe se brouille ? La découverte du camion devient alors un miroir. Elle invite à réfléchir à la manière dont chaque société construit ou abandonne sa propre résilience. Le récit du Burkina Faso rappelle que la souveraineté ne se résume pas à un discours, elle se mesure dans la capacité à affronter ce qui circule silencieusement dans ses interstices. Pour transformer une victoire ponctuelle en stratégie durable, le Burkina Faso doit suivre une trajectoire structurée, appuyée sur des actions mesurables. Les informations tirées des saisies successives offrent une base solide pour définir un cadre opérationnel. Ce cadre repose sur 5 étapes simples, chacune assortie d'un acteur responsable, d'un horizon temporel et d'un indicateur de résultat. Tout d'abord, assainir les points de contrôle. Les postes frontaliers doivent être rééquipés et réévalués tous les 3 mois. Les équipes locales prennent en charge la vérification des procédures, tandis que des inspections croisées mesurent le respect des nouveaux protocoles. Le critère de réussite est clair. Réduction visible du nombre de documents contrefaits détectés sur les axes sensibles. Ensuite, renforcer la formation des agents. Les douaniers, policiers ruraux et équipes mixtes reçoivent des modules courts centrés sur la détection d'anomalies et l'analyse des itinéraires nocturnes. L'objectif, c'est de créer un réflexe commun. Le progrès se mesure par la proportion de contrôles approfondis réalisés sur les créneaux ou passer les convois clandestins. Puis, suivre les flux financiers suspects, les services de renseignement consolident les données relatives aux 50 comptes identifiés dans l'enquête initiale. Une cellule spécialisée trace les transferts et classe les schémas récurrents. Les résultats sont évalués à 6 mois, en fonction du nombre de réseaux financiers interrompus. De plus, impliquer les communautés proches des axes. Les villages situés le long des routes secondaires jouent un rôle déterminant. Des programmes locaux encouragent le signalement anonyme des mouvements inhabituels. L'indicateur principal devient le volume d'informations exploitables provenant du terrain. Enfin, créer une coordination stratégique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un dispositif central réunit données douanières, analyse de terrain et renseignements techniques. Sa performance se mesure à la rapidité avec laquelle une anomalie détectée en périphérie devient une action concrète au niveau national. Lorsque l'histoire revient à ces douaniers debout sur la piste poussiéreuse, ceux qui avaient ouvert le premier fut scellés et comprennent qu'ils ont déclenché bien plus qu'une opération technique. Leur geste, à l'origine presque banal, s'est transformé en point d'ancrage pour un pays cherchant à se redresser. Ce moment silencieux, observé depuis les marges de l'État, devient le miroir d'une souveraineté reconstruite pas à pas. Dans cette scène, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une dimension plus humaine. Il ne s'agit plus d'incarner une autorité, mais de soutenir les femmes et les hommes qui chaque jour protègent la frontière là où elle est la plus fragile. Le pays ne célèbre pas seulement une saisie, il célèbre une capacité retrouvée à se tenir debout. Les communautés, les agents et les villages forment désormais un rempart moins visible mais plus solide. Le souvenir de cette journée reste comme une preuve simple. La vigilance peut changer un destin. Cette phrase, murmurée entre ceux qui veillent la nuit, rappelle que la souveraineté ne prend pas naissance dans les discours, mais dans l'attention patiente des individus qui refusent de détourner le regard. Et, dans ce refus, un pays entier trouve sa force. L'histoire du convoi intercepté ne se limite plus à un fait divers sécuritaire.